Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Le 30 janvier 1933, le vieux président Paul von Hindenburg nomme Adolf Hitler au poste de chancelier du Reich. Nous le savons, l'Allemagne puis l'Europe basculent alors dans un autre monde, basculent peu à peu vers l'abîme, celui d'une nouvelle guerre, celle de 1939-1945. À plusieurs reprises, l'émission Au risque de l'histoire s'est penchée sur cette époque. Nous avons évoqué le rôle de Pie XII pendant la guerre, nous avons parlé des fameuses archives du Vatican sur le sujet que les historiens peuvent d'ailleurs désormais consulter. Nous avons aussi évoqué la résistance française et quel a été le rôle des catholiques à l'époque de Vichy. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur un fait, ma foi, assez méconnu, la résistance allemande et autrichienne au régime nazi. Le fameux attentat du catholique Stauffenberg contre Hitler en 1944, la fameuse opération Valkyrie est assez connue, mais ce que nous connaissons moins, ce sont ces résistants ordinaires qui, dans leur quotidien, refusent la dictature hitlérienne. Qui sont-ils ? Comment agissent-ils ? Quelle est la place de l'épiscopat dans ces résistances ? Pourquoi aussi notre mémoire sur la réalité de cette résistance nous fait défaut ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes deux invités, Gilbert Nicolas et Jean Sévilla. Gilbert Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur honoraire d'histoire contemporaine, donc spécialiste notamment du 19e siècle. Vous venez de publier aux éditions Presse universitaire de Rennes. Nos amis des Purs, ils nous envoient leurs ouvrages très régulièrement et nous les en remercions. Vous avez publié ce livre, Peter Hensen, un catholique allemand contre Hitler, un ouvrage qui est ni plus ni moins qu'une monographie, pas simplement sur ce personnage, mais nous allons le voir sur sa famille. Jean Sévilla, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois, je crois, que je vous reçois sur ce plateau. Vous êtes journaliste, vous êtes historien. Vous avez notamment publié ce livre chez Talandier, L'Église en procès, toutes les idées reçues sur l'histoire de l'Église. Et vous venez de publier un livre d'histoire, mais en même temps un livre très personnel. Nous allons voir pourquoi cette Autriche qui a dit non à Hitler, 1930-1945, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Alors, je me tourne vers vous deux, au fond, peut-être d'abord vers vous, Gilbert Nicolas. Nous, Français, nous avons une vision très partielle de la résistance allemande, plutôt partielle d'ailleurs que partiale, résistance allemande et autrichienne au nazisme. On reste au fond comme prisonnier de la vision de la propagande nazie qui donnait cette impression d'unité, cette impression d'adhésion totale des deux peuples. Et en fait, la réalité est tout autre. Vous le dites dans votre livre, la première résistance à Hitler est allemande. Oui. Et pas seulement la résistance des catholiques, la résistance des socialistes, la résistance politique, on va dire, a existé d'abord en Allemagne. Les premiers camps de concentration accueillent des Allemands et pas d'autres nationalités. Donc c'est ça qu'il faut, c'est je pense l'aspect qu'il faut souligner pour commencer. Et les catholiques ont fait partie des gens qui ont été persécutés. Alors c'est très peu connu. Il y a des choses que va dire mon collègue aussi sur l'Autriche. Il y a des aspects qui sont peu connus et on ne sait pas à quel point les catholiques ont été persécutés en Allemagne. Alors, on pourrait expliquer pourquoi. Les catholiques, d'abord, c'est une minorité dans le Reich. Dans le Reich, il y a 62 500 000 habitants, il y a 20 millions de catholiques. Alors évidemment, en 1919, avec la Constitution de Weimar, l'Église catholique retrouve un rang important puisqu'elle est à égalité avec le protestantisme, puisque avant la guerre de 14, l'empereur était protestant, la religion protestante était avantagée. À partir de 1919, les trois religions principales,
le protestantisme, le catholicisme, le judaïsme sont à égalité juridiquement, on va dire. Et les catholiques sont très organisés. Les catholiques, c'est, je l'ai dit, 20 millions d'Allemands, mais ils ont toute une organisation. Ils ont des organisations de jeunesse, 1,5 million d'adhérents dans les années 30. Ils ont des organisations caritatives, Caritas, où on connaît Caritas. Ils ont aussi un encadrement qui est très important. Si on compare le catholicisme et le protestantisme, il y a un prêtre pour 1000 habitants et il y a un pasteur pour 2500 habitants, alors que les protestants c'est 65% de la population allemande. Alors nous allons revenir sur la place du catholicisme en Allemagne. Je souhaite rester sur cette question de l'historiographie, notre vision, et vous le montrez bien dès les premières lignes de votre ouvrage, Jean Sévillat, vous montrez bien que notre vision est liée malheureusement à la propagande nazie. Alors dans le cas de mon sujet, qui est l'Autriche, oui, l'histoire de l'Anschluss est très marquée par la propagande nazie parce que nous connaissons tous ces photos qui d'ailleurs sont aujourd'hui disponibles dans les agences de presse. N'importe quelle revue d'histoire en France en 2023 qui veut publier un article sur l'Anschluss va commander des photos. Or ces photos sont toutes, je l'explique dans mon livre, toutes des photos de propagande nazie. À savoir que au moment de l'Anschluss, tous les journalistes... Donc l'Anschluss pour nos téléspectateurs, c'est le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne en 1938. Voilà, qui est un acte, peut-être on le dira, qui est un acte de violence. Mais enfin, à ce moment-là, tous les journalistes hostiles au régime nazi sont incarcérés, les journalistes juifs également, et les journalistes ou photographes de presse étrangère en poste à Vienne sont expulsés. Donc, c'est-à-dire que tous les documents visuels que nous possédons de l'Anschluss ont été visés ensuite par les services de propagande de Goebbels. C'est-à-dire que toutes les photos que nous possédons de l'Anschluss ou les films de l'Anschluss sont des photos de propagande où on voit des gens qui applaudissent Hitler, qui sont très heureux. En réalité, ces documents, ce matériel photographique, visuel, est fait pour véhiculer un message. On n'a pas de photos des opposants, et c'est ceux auxquels je consacre mon livre. Comment expliquer, Jean Sévillat, qu'il y ait cette forme de voile sur cette mémoire? Parce que des livres sur la question autrichienne et le nazisme, il n'y en a quasiment pas en France. Est-ce que c'est la même chose en Autriche? Est-ce que la balance de la justice est rééquilibrée? Alors, c'est un peu plus équilibré en Autriche parce que, d'ailleurs, moi, je m'appuie sur une documentation, une bibliographie qui est entièrement autrichienne, à 95%. Maintenant, il y a aussi en Autriche une forme de complexe, de difficulté à regarder le passé en arrière. C'est une histoire complexe qui est liée à la guerre. Les Autrichiens ont fait la guerre dans l'armée d'Hitler puisqu'ils ont été intégrés au Reich. Et donc, pour les Autrichiens, c'est très compliqué de discerner dans cette époque-là. Et donc, les gens qui étaient vraiment en opposition, la résistance, sont toujours un petit peu dans une situation alors qu'à mon avis, ils étaient plus nombreux qu'on le dit, mais ils sont en situation assez complexe et certains Autrichiens n'ont pas trop envie. En fait, il y a un peu un phénomène d'opposition interne dans le pays et les Autrichiens ont tendance à résoudre le problème parce qu'ils ne reviennent pas le résoudre en ne parlant pas sur la chose. Voilà. Mais comment... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Gilbert? Non, je voulais dire que il y a aussi l'aspect de la résistance, c'est-à-dire que la résistance chrétienne au nazisme, en tout cas en Allemagne, c'est une résistance qui est très peu organisée. On voit un semblant d'organisation au niveau des protestants, avec l'Église confessante. Mais du côté des catholiques, c'est vraiment une résistance personnelle, individuelle. C'est ça qui... Et ensuite, après la guerre, je l'ai bien vu dans ce que j'ai lu comme archive, après la guerre, on essaye d'effacer, c'est un peu comme en France. Exactement. On a besoin de reconstruire, on a besoin de relancer la machine industrielle et de passer à autre chose. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont souffert pendant la période précédente et qu'on ignore. Et c'est aussi un aspect que j'ai souligné dans le livre, parce que c'est aussi ça qui a fait que Peter Hansen a abandonné la politique, c'est le fait d'avoir vu d'anciens nazis qui avaient réussi, grâce à de bons avocats, à être dénazifiés, car il y avait une loi quand même de dénazification, il y avait un texte avec 5 types de proximité avec le nazisme. Et après la guerre, il y a des gens qui ont réussi, grâce à de bons avocats, ou en quittant leur région pour aller dans une autre, à faire de la politique, à être élus
dans le parti qu'il avait cofondé à Berlin, la CDU, qui est très connue, puisque c'était le parti d'Adenauer, c'est le parti de Mme Merkel, tout le monde connaît la CDU. Eh bien, il y a des gens qui avaient un passé nazi qui se sont trouvés dans ce parti. Alors, comment se fait-il, Jean Sévillat, vous êtes journaliste, alors à la retraite, mais comment se fait-il qu'un homme comme vous soit penché sur cette Autriche qui a dit non à Hitler ? C'est un sujet qui m'a toujours passionné. Alors, au début de l'émission, vous avez dit qu'il y a un aspect personnel. Alors, c'est le livre personnel. Il y a 4 pages que je raconte mon histoire personnelle. Il se trouve que mon père était fait prisonnier en 1940, comme 1,8 million de jeunes Français par les Allemands. Il a fait toute sa captivité en Autriche. Et après la guerre, il s'est marié avec ma mère. C'est elle qui allait devenir ma mère. Et donc, mes parents, pour leur premier voyage un petit peu à l'étranger, on est au début des années 50, dans une France qui se reconstruit. À l'époque, ce n'était pas encore l'époque du tourisme facile, mais mon père a voulu revoir le village dans lequel il avait travaillé. Et il a retrouvé évidemment ce village et la famille chez qui il avait travaillé pendant 4 ans. Et il était accueilli, c'est une histoire assez extraordinaire, comme le fils prodigue. Voilà. Et donc, ma mère, qui ne parlait pas un mot d'allemand, a été subjuguée. Et donc, mes parents, ensuite, sont revenus toutes... les vacances, pour mes parents, c'était l'Autriche. Et moi, enfant, évidemment, je suivais mes parents. Et moi, toutes mes vacances enfants, c'était toujours l'Autriche tous les étés. Alors, vous savez, l'endroit où on a passé ces vacances enfants, ça peut être la Bretagne ou la ferme de sa grand-mère en Auvergne, ça vous marque à vie. Ben, moi, l'enfance, les vacances, c'était l'Autriche. Et vous êtes un spécialiste de l'Autriche, voilà, je ne l'ai pas là. Voilà. Les 2 livres que vous avez consacrés à Charles de Habsbourg et Zita de Habsbourg viennent d'être réédités dans la collection Tempus, voilà. des éditions Perrin. Et alors, votre démarche, Jean Sévillat, est une démarche, si je puis dire, globale, d'histoire globale. Vous voyez l'histoire de l'Autriche de 1930 jusqu'à 1945. Vous, Gilbert Nicolas, c'est ce qu'on appelle de la micro-histoire. C'est-à-dire c'est un personnage, voilà, c'est ce que je disais en introduction, ce sont ces résistants ordinaires, ces personnages qui, individuellement, eh bien, font ce qu'ils peuvent dans leur quotidien. Moi aussi, j'ai un point commun avec Jean Sévillat, que je n'avais jamais rencontré avant. Parce que c'est aussi une affaire familiale, dans la mesure où il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer une jeune fille en faisant du ski en Bavière. Cette fille, en fait, venait d'Aix-la-Chapelle. Sa famille était originaire de Bonn et d'Aix-la-Chapelle. Et donc, cette famille possédait des archives. Et finalement, j'ai fréquenté cette famille pendant plus de 40 ans. Et moi aussi, je passais des vacances régulièrement en Rhénanie. Et j'ai cet attachement à cette région. Et c'est aussi ce qui m'a motivé d'exploiter les archives qui étaient dans cette maison, car la fille aînée du monsieur Hansen, qui était ma belle-mère, elle avait un attachement particulier à l'histoire et elle avait tout conservé, absolument tout conservé. Comme son père lui avait dit en 1942, en octobre 1942, il lui avait écrit une lettre en lui disant « Garde surtout toutes les lettres et toutes les photos de cette période tragique que nous traversons ». Donc voilà, et c'est comme ça. Alors ce que je voudrais dire quand même sur l'originalité, j'ai voulu faire comme quelque chose un peu original, c'est-à-dire que souvent on fait des biographies, mais on s'arrête à la personne essentielle. Et vous êtes allé au-delà. Moi, je n'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu faire une histoire par en bas, une histoire d'une famille, Exactement. de la République de Weimar jusqu'au début de la Bundesrepublik, de la République fédérale, et donc une histoire par en bas, une histoire d'une famille qui permet de comprendre la grande histoire d'une autre manière. Et surtout, j'ai voulu ne pas négliger ni le conjoint, ni les enfants. Car la guerre a bien touché 2 générations. Et ce sont 2 générations qui ont souffert de cette période, de la persécution du père, qui n'ont pas été à l'école régulièrement, qui ont vécu les bombardements, qui ont vécu l'exil parce qu'il fallait échapper aux grandes villes, enfin aller échapper aux bombardements. Et c'est aussi ça que j'ai voulu montrer, c'est comment 2 générations finalement ont souffert de la guerre. Alors, vous avez présenté l'importance du catholicisme à la veille de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Comment les catholiques allemands considéraient le parti d'Hitler, le NSDAP ? Je vous cite, vous parlez de l'historienne Marie-Emmanuelle Rétier, qui souligne que le danger national-socialiste a été sous-estimé par le catholicisme politique. Pourtant, vous l'écrivez, la menace du nazisme est incontestablement perçue par les parlementaires catholiques, même si les moyens de la contenir donnent lieu à des avis divergents. Oui, alors, dans le cas de Peter Hansen, c'était pas seulement un catholique pratiquant, c'était aussi un journaliste.
C'était quelqu'un qui avait un journal quotidien. Il était propriétaire d'un journal quotidien, donc membre du Zentrum depuis 1912. Et c'est quelqu'un qui défendait dans son journal au quotidien, c'est le cas de le dire, à la fois la religion catholique, les institutions, les écoles en particulier, les écoles, car son parti, le Zentrum, était très attaché au développement, à l'affirmation des écoles catholiques. Donc, et lui, en lisant son journal, je peux vous dire qu'il a senti le danger, mais épouvantable du nazisme dès 1931-1932. J'ai relevé un certain nombre de citations quand il dit en 1931 que 2 dangers menacent l'Allemagne, la société allemande, 2 radicalismes, dit-il. Le communisme, mais ça on en a déjà fait, on a déjà compris, et le national-socialisme. Et donc, il insiste beaucoup là-dessus. Et Peter Hansen, c'est quand même quelqu'un, il va en souffrir ensuite, c'est quelqu'un qui, dans son journal, critique le nazisme parce qu'il est radical, parce qu'il veut faire une religion nationale, etc. Mais il critique aussi le nazisme parce qu'il sait qu'on va aboutir à une dictature brutale. Il l'écrit. Il se moque d'Hitler aussi. Quand Hitler n'obtient la nationalité allemande qu'en 1932. Et la manière dont il essaye d'avoir la nationalité allemande pour se présenter aux élections de 1932 contre le maréchal von Hindenburg, eh bien, il le décrit et il utilise le terme de grotesque. La démarche de Hitler est grotesque, c'est écrit dans la presse. Les nazis ne l'ont pas oublié, et surtout les nazis, et je termine là-dessus, les nazis n'ont pas pardonné à Peter Hansen aux dernières élections libres du 5 mars 1933. Hitler est arrivé au pouvoir, vous l'avez rappelé, le 30 janvier 1933. Il y a eu des élections encore libres en 1933, le 5 mars, pour le Reichstag et pour le Landtag de Prusse, auquel appartenait Peter Hansen. Et lors de ces élections, il y a eu 2 circonscriptions dans toute l'Allemagne qui ont donné la majorité à un autre parti que le parti nazi. 2. La circonscription de Cologne-Aix-la-Chapelle, dont il faisait partie, et la circonscription de Trèves. C'était les 2 seuls. Les nazis étaient battus aux dernières élections libres du 5 mars 1933. Et ça, les nazis n'ont pas pardonné à Peter Hansen, comme ils n'ont pas pardonné à d'autres de ses collègues que je n'ai pas cités. Enfin, j'ai cité, mais si vous voulez, vous n'en parlez pas. Jean Sévillat, alors le cas, bien évidemment, de l'Autriche est différent. Est-ce que... parce que l'Autriche a été réduite à sa portion congrue après la Grande Guerre. Le grand empire austro-hongrois est devenu un tout petit pays qui s'appelait l'Autriche. Et de fait, est-ce qu'il y avait une velléité de se tourner vers l'Allemagne? Et dans le cadre de cette velléité, est-ce qu'il y a eu, comme en Allemagne, une alerte sur le danger hitlérien? Alors, il faut distinguer dans le cas de l'Autriche la question de l'attraction pour l'Allemagne et la question de l'attraction pour le nazisme, qui sont 2 problèmes distincts. L'attraction pour l'Allemagne existe, oui. Le problème de l'Autriche, c'est qu'ils ont un problème d'identité. En 1918, s'effondre l'empire des Habsbourg, qui était un empire de 52 millions d'habitants, multinational, 12 nationalités. Les Autrichiens, proprement dit, se retrouvent seuls. Ils fondent une république qui est un régime pour lequel ils n'ont d'ailleurs pas une délition particulière. Et ils sont les seuls 6,5 millions d'habitants, qui sont en fait les germanophones, qui étaient les germanophones de l'Empire des Habsbourg, en quelque sorte. Et donc, comme eux qui ont, depuis le XVe siècle, ils vivaient avec d'autres peuples, et sous la couronne des Habsbourg. Il n'y a plus de Habsbourg, ils sont seuls, il n'y a pas d'autres peuples, et bien, quand fatalement, ils se sont attirés, parce que cette petite république, au départ, est inviable, vers le grand voisin allemand, avec lequel ils partagent la langue, la culture, une partie de l'histoire, ça n'est pas rien. Donc il y a une attirance pour l'Allemagne qui se vérifie dans tous les secteurs de l'opinion, dans tous les partis politiques, sauf, mais c'est un tout petit courant, les monarchistes fidèles aux Habsbourg, pour qui eux sont hostiles à cette idée de l'Anschluss, de la réunion de l'Autriche et de l'Allemagne, parce que ça serait une négation de l'œuvre historique des Habsbourg. Mais donc cette idée-là existe, et elle existe, la chose n'est pas très connue, beaucoup plus, au fond, plus à gauche qu'à droite. C'est-à-dire que les socialistes autrichiens sont tout à fait dans l'idée
nous allons nous unir au grand peuple allemand pour, alors pas dans le sens qui sera plus tard celui de Hitler, mais celui du printemps des peuples de 1848. Donc on va faire un grand peuple germanique dans lequel on va faire une révolution sociale, de justice, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est certain. Alors il y a l'autre chose, il y a Hitler. Hitler et le nazisme, il y a un petit parti nazi autrichien qui est une filiale non officielle du parti allemand, qui existe très tôt et qui en sous-main est évidemment aidé par Berlin, par le grand frère. Et ces gens-là vont exercer une pression sur l'État autrichien, pression qui va s'exercer dans les années 30, puisqu'il y a un vrai combat. Le parti nazi est interdit par le gouvernement autrichien dès 1933, juin 1933, par le chancelier catholique Engelbert Dollfuss. Dollfuss qui va être un opposant très fort aux nazis. Et donc les nazis autrichiens vont organiser un coup d'État qui va échouer. Mais au cours de ce coup d'État, le 25 juillet 1934, Dollfuss est assassiné. Quelle est l'importance du catholicisme en Autriche? Il est absolument essentiel. Il est total. Par rapport à l'Allemagne. Si vous voulez, total. L'Autriche a 6,5 millions d'habitants, a 200 000 protestants à peu près, c'est 200 000, 300 000, c'est pas plus, et 200 000 juifs. Et tout le reste de la population est catholique. Et avec des taux de pratique dans les régions rurales qui sont très forts. On a des taux de pratique de 60-70% de la population. Donc massivement, l'Autriche est catholique avec un encadrement, je dirais, très fort. Il y a beaucoup de prêtres qui font de la politique, beaucoup de prêtres qui sont maires, qui sont élus dans les assemblées régionales, dans les Landtags. Donc il y a une très forte pouvoir, une présence de l'Église dans la vie quotidienne des Autrichiens. Je me tourne vers vous, Gilbert Nicolas, parce que nous n'avons pas dit qui était Peter Hansen. Alors on sait qu'il est originaire de l'ouest de l'Allemagne, qu'il avait une famille, mais c'est une famille très pieuse. En vous lisant, j'ai pensé un peu à la famille de Joseph Ratzinger. On pratique tous les jours, la prière est très importante, on va à la messe, on se confesse. C'est vraiment une famille très catholique de l'Allemagne. Oui, et ils viennent d'un des bastions du catholicisme. Il y a une carte du catholicisme en Allemagne, si vous voulez. Le catholicisme allemand, c'est la Bavière, Bade-Württemberg, et puis vous avez le Pays de Bade, et puis vous avez toute la vallée rhénane. Pfaffengasse, on disait ça, le Pfaffengasse au XIXe siècle, l'allée, le chemin des prêtres. Et alors, il vient d'une ville que tout le monde connaît, qui s'appelle Aix-la-Chapelle, en allemand dit Aachen. C'est la capitale de Charlemagne, tout le monde le sait. Donc, il est né à Aix-la-Chapelle. Et puis ensuite, il a vécu à côté de Bonn, dans la belle ville de Bad Godesberg, au bord du Rhin. Et il est d'origine... alors, ses ancêtres, quand on regarde l'arbre généalogique, puisque sous Hitler, on était obligé de constituer un arbre généalogique pour avoir le droit d'exercer une fonction publique. Donc moi, j'ai l'arbre généalogique et on trouve des ancêtres qui sont, alors dans les régions de Belgique qui étaient allemandes avant 14, mais qui sont devenues allemandes, Eupen et Malmedy. Là, une partie de la famille vient de là. Et puis aussi la région de 's-Hertogenbosch en Hollande, dans le Brabant du Sud, on dit en français Bois-le-Duc. Et c'était aussi une région catholique. Des Pays-Bas. Et donc d'ailleurs, les nazis ont reproché à Peter Hansen, quand ils l'ont attaqué dans la presse et ailleurs, d'avoir une mère hollandaise. Mais bon, ceci dit, ce qu'il faut dire aussi pour les catholiques, c'est que, ce qu'on ne sait pas, quand on proportionne par rapport à l'Autriche, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, les catholiques, c'est 34 et quelques pourcents d'habitants à partir de 1919. Avant, ils étaient plus. Avant 14, ils étaient 36 et quelques. Pourquoi les Allemands ont perdu des régions qui comptaient beaucoup de catholiques. L'Alsace-Lorraine, par exemple, ou la Posnanie, qui est revenue à la Pologne. Donc, et ce qu'on oublie aussi en France, quand on parle de la persécution des Juifs, c'est que combien il y avait de Juifs en Allemagne dans les années 30, vers 1930, il y en avait combien? Combien de population? 65% de protestants, 34 et quelques pourcents de catholiques. Il y avait 0,8% de juifs en Allemagne. On a persécuté les juifs en parlant, mais combien il y avait de juifs? Il y avait un peu plus de 500 000 juifs en 1933. Au moment où Hitler arrive au pouvoir, il y avait un peu plus de 530 000 juifs dans toute l'Allemagne, sur 62 millions et demi d'habitants. Donc c'est ça qu'on ne sait souvent pas. Et en pourcentage, les Juifs autrichiens sont beaucoup plus nombreux. En pourcentage. Et les Polonais, 10% de Juifs en Pologne, par exemple.
2,8 vous avez dit dans votre livre. 2,8% de juifs en Autriche. Alors, Peter Hensen, enfin, tout est là. C'est-à-dire que Hitler arrive au pouvoir et tout de suite, le catholique Peter Hensen est persécuté. Alors, ce qui est dans les persécutions des catholiques, c'est dans son cas, il y en a d'autres qui sont plus graves encore, mais dans ce cas, ça a commencé effectivement dès 1933. Il était encore député au Landtag de Prusse à Berlin, et dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, on appelle sa femme au téléphone qui était enceinte, puisqu'elle accouchera. Theodora Kremer, qui accouchera au printemps 1933. Et on l'appelle au téléphone, on lui dit des choses incendiaires, on lui dit des choses extrêmement désagréables sur son mari. Ensuite, en 1933, Peter Hensen, non loin de son domicile à Godesberg, il a une caserne de SA, autrichien, qui lui envoie des pierres quand il passe dans la rue, on lui envoie des pierres. En 1933, on fait des articles contre lui, ça c'est la presse, c'est le Westdeutscher Beobachter, c'était l'organe nazi de Cologne. Et puis, en 1934, on lui fait un procès pour corruption, parce que des communes lui avaient offert des choses qui sont encore dans la famille. Par exemple, une coupe de cristal, enfin bon. On lui fait un procès pour ça. Ça dure presque 1 an, et finalement, le procureur n'a pas assez de preuves, donc il laisse tomber. Ça, c'était en 1934. En 1936, enquête de la Gestapo pendant 15 jours, parce qu'on a trouvé une brochure qui a été imprimée chez Peter Hensen, il a son Bad Godesberg Hensen, et donc c'est une brochure qui a été éditée à la demande de l'archevêché de Cologne, qui s'appelle Die Katechismuswahrheiten, les vérités du catéchisme. Et donc on trouve un exemplaire dans une école et on fait une recherche, on fait une enquête pour savoir quelles sont les relations de Peter Hensen avec d'autres imprimeries dans la région de Cologne, etc. Parce qu'il y avait un très grand nombre d'exemplaires qui étaient prévus à l'apparition. Et heureusement, les nazis sont rassurés, il n'y en a que quelques milliers seulement. Et donc ça, c'est 1936. Et puis ensuite, il y a le fait qu'on lui enlève des revenus dans la mesure où on prend ses journaux, par exemple, on les jette dans la rue, on empêche que son journal soit diffusé, et puis on l'intègre à un autre journal. En 1934, son journal n'existe plus, la Godesberger Volkszeitung est intégré à un autre journal de manière à ne pas laisser Peter Hensen exprimer ses propres idées dans ce journal. Et puis en 1941, c'est vrai pour tous les journaux catholiques en Allemagne, en 1941, juste avant l'opération Barbarossa, l'opération de l'attaque de l'Allemagne contre la Russie, eh bien, on supprime tous les journaux catholiques dans le Reich. Bon, il n'a plus de revenus, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il quitte sa région, il n'a plus de revenus. Il change de métier. Et il change de métier. Et ça, il n'est pas le seul. Alors, je me tourne vers vous, Jean Sévillat. Donc là, on va prendre une vue par l'hélicoptère, comme disent les Anglais, un hélicoptère view, sur l'histoire autrichienne. Que se passe-t-il au mois de mars 1938? Vous évoquiez tout à l'heure le fait que le chancelier Dollfuss ait été assassiné par un coup d'État nazi. Nous sommes en 1934. Hitler est au pouvoir en Allemagne. Il y a ce coup d'État qui échoue. Que se passe-t-il en 1938 ? Alors, a succédé Dollfuss à un autre chancelier, Kurt Schuschnigg, qui a les mêmes idées que Dollfuss sur le plan, c'est un catholique, anti-nazi. Voilà. Maintenant, c'est un homme qui est plus introverti. Dollfuss était un paysan. Donc, Schuschnigg est moins un combattant, peut-être. En plus, il est très habité par l'idée qu'il y a quelque chose de commun, de la part commune de civilisation, de culture entre les Autrichiens et les Allemands. C'est-à-dire que pour Schuschnigg, l'idée d'un affrontement direct avec les Allemands est quelque chose qui lui coûte. Au fond, il pense que la germanité s'est réfugiée à Vienne. Il pense que Berlin est passé aux barbares, mais que la germanité s'est réfugiée à Vienne. Il subit une pression constante du Reich, puisque Hitler a dans sa vision d'intégrer l'Autriche, d'avaler l'Autriche en quelque sorte. Il fait de temps en temps des compromis, Schuschnigg, il résiste comme il peut, il cherche de l'aide à l'extérieur, il n'en trouve pas. L'Autriche, du temps de Dollfuss, avait un allié qui était Mussolini, Mussolini qui avait massé des troupes aux frontières du Brenner au moment de l'assassinat de Dollfuss. Mais après,
seul ayant réagi à l'assassinat d'Dollfuss en Europe, c'est Mussolini. Voilà. Maintenant, ensuite, Mussolini s'est retourné parce qu'il voulait donner un empire colonial à l'Italie, donc s'est lancé dans l'affaire de la conquête de l'Abyssinie, de l'Éthiopie si l'on veut, ce qui lui a provoqué des sanctions décidées par la SDN, par l'Angleterre, la Grande-Bretagne, la France. Donc, à la suite de ça, il s'est retourné et finalement, il va devenir un allié de Hitler. Donc, l'Autriche n'a plus l'Italie comme protectrice et Schuschnigg va plusieurs fois faire des voyages à Londres ou à Paris. Il ne reçoit aucune aide. En fait, ni le Quai d'Orsay se désintéresse du sort de l'Autriche et Downing Street, c'est la même chose. Le Foreign Office ne s'intéresse pas. Donc l'Autriche est seule sur le plan international. Schuschnigg a une pression maximum des Allemands, de Hitler. En février 1938, Schuschnigg est convoqué, invité, mais c'est une convocation à Berchtesgaden, au Berghof, c'est-à-dire le Niègue de Hitler, où on lui fait subir une séance d'intimidation absolument incroyable. Il est quand même Premier ministre, chancelier d'un pays indépendant et on le traite comme un laquais, on lui donne des ordres et on lui met un ultimatum, ce qui est un coup de pistolet sur la tempe. Il sort de là abasourdi, sachant que l'Autriche va faire sa fin. Il sait qu'il y a une petite armée autrichienne qui a des plans de bataille, je raconte dans le livre, qui a mené des plans stratégiques pour une défense contre une attaque allemande. Mais enfin, l'armée autrichienne sait qu'elle tiendrait 24 heures, peut-être 48 heures. Donc, Schuschnigg se sait tout seul. Il a quand même finalement un sursaut parce qu'il dit c'est pas possible. Il a été traité de telle façon qu'il a un sursaut patriotique, intime au fond. Et il convoque un référendum pour le 13 mars 1938. Les Autrichiens doivent se prononcer oui ou non, voulez-vous une Autriche indépendante. Tous les observateurs pensaient que ce référendum serait gagné, la réponse serait oui, à 60-70%. Schématiquement, 2 tiers des Autrichiens auraient été pour une Autriche indépendante. Quelqu'un le savait aussi, c'est Adolf Hitler lui-même. Donc c'est à ce moment-là, il appuie sur le bouton, en quelque sorte. L'invasion d'Autriche par l'armée allemande a lieu le 12 mars. Concomitamment, les nazis autrichiens font une sorte de coup d'État à l'intérieur de l'Autriche. Les deux phénomènes sont concomitants. Et donc, au soir du 12 mars, l'Autriche est prise en main par les nazis à l'intérieur et envahi par la Wehrmacht. Le 13 mars, Hitler entre en Autriche. Il proclame le rattachement de l'Autriche au Reich avec un chancelier autrichien qui est le dernier chancelier autrichien, mais qui était un nazi qui finira d'ailleurs sur les bancs de Nuremberg, Seyss-Inquart, et qui va d'ailleurs perdre le pouvoir au bout de quelques semaines puisqu'il va être démis. En fait, l'Autriche va être prise en main par les Allemands. Et à partir de là, le 15 mars 1938, l'Autriche, donc Hitler en effet est accueilli à Vienne. Il y a une foule triomphale, en effet, 200 000 personnes vraisemblablement. Comment réagit l'épiscopat autrichien ? Alors là, il y a un faux pas terrible du cardinal Nitzer, qui est l'archevêque de Vienne, qui pourtant n'a aucune sympathie nazie, c'était même une grande sympathie pour le judaïsme, et qui dans l'église de son temps n'était pas courant. Il y a un effet de sidération. Si vous voulez. Alors, donc les nazis prennent le pouvoir, et comme ce référendum n'a pas eu lieu, Nitzer accueille Hitler, et comme les nazis vont organiser un référendum à eux qui va être un référendum truqué, qui va donner 99,7% de voix pour le oui. Et Nitzer, un faux pas terrible, appelle à voter oui à ce référendum. Et il écrit une lettre suivie d'un fatal, qu'il signe avec un fatal à Hitler. Voilà. C'est assez incompréhensible d'ailleurs parce que ça, je pense qu'il y a un effet de sidération. Voilà. Il va pour cela être convoqué à Rome par le cardinal Pacelli, enfin convoqué par le pape, convoqué par Pie XI, mais dans la pratique, il va être reçu par Pacelli, futur Pie XII, le secrétaire d'État de Pie XI. Il va se faire tancer, on va lui faire signer, il va signer lui-même, accepter évidemment une déclaration signant comme quoi ce qui était inacceptable dans la doctrine nationale socialiste au regard d'un catholique restait inacceptable, mais cette déclaration, qui est une sorte de rétropédalage, si vous me permettez cette expression, est publiée dans l'Osservatore Romano, qui n'est lu par personne en Autriche. Donc voilà. Et donc, du coup, l'Église d'Autriche va apparaître comme apportant son soutien à ce référendum. Bernie, Nicolas. Non, allez-y, je vous en prie. Non, c'est pour rebondir, parce que j'ai peur qu'on oublie de parler de l'épiscopat.
allemand. Ah, je n'aurais pas oublié de parler de l'épiscopat allemand. Et donc, c'est très intéressant ce qu'a dit M. Sevilla, parce qu'en Allemagne, c'est un peu différent, dans la mesure où l'épiscopat a une attitude ambivalente. C'est-à-dire qu'il y a des évêques qui affichent une certaine complicité avec le nazisme. Si je pense par exemple à l'archevêque de Fribourg, Freiburg, on est en allemand, Monseigneur Gröber, qu'on appelle der Braune Bischof, l'évêque brun. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire. Et un autre évêque, mais c'est aussi un évêque assez âgé, qui est l'évêque Wrocław en Breslau en allemand. Et lui, c'est pareil, il a été très critiqué parce qu'il a il a suivi un peu trop les nazis. En revanche, vous avez des évêques qui sont radicalement contre le nazisme et immédiatement. Par exemple, Monseigneur Preissing, qui est l'archevêque de Berlin, et Monseigneur von Galen, qui est très connu, qui est évêque de Münster. Il y a une biographie en langue française. En langue française sur lui, c'est un très grand personnage. Et alors lui, il n'a jamais... il n'a pas cédé, mais il n'était pas le seul. L'archevêque de Mayence, Monseigneur Hugo, ou Monseigneur Sébastien Ludwig, celui de Speyer en allemand, ce sont aussi des gens qui ont refusé, par exemple, de mettre le drapeau à croix gammée sur leur palais épiscopal, qui ont dit ce qu'ils pensaient du nazisme, mais à plusieurs reprises, on voit, par exemple, à Speyer, en 1937, après la publication de l'encyclique de Pie XI, on voit les nazis convoquer... L'encyclique Minbrennender Sorge, qui condamne le nazisme. Exactement, de mars 1937. Et on voit, Monseigneur von Galen a demandé, d'ailleurs cette encyclique a été publiée en allemand, en latin et en allemand, et il demande que tous les prêtres lisent des extraits de cette encyclique en chair. Naturellement, on n'a pas touché aux évêques. Pourtant, il y avait vraiment des nazis de base qui voulaient arrêter ces évêques. Hitler a toujours empêché, son entourage ont toujours empêché qu'on touche aux évêques. En revanche, les prêtres qui ont lu en chair des extraits d'encyclique ont été emprisonnés, voire déportés. J'ai regardé un peu les effectifs de déportation des prêtres en camp de concentration, les prêtres catholiques. Les deux années les plus importantes, il y a le plus de noms, entre 350 et 400. Il n'est pas dans le livre, le schéma, je l'ai retrouvé depuis, le graphique, pardon. L'année 37, entre 350 et 400 déportés en camp de concentration, et l'année 41. Très intéressant. Jean Sevilla, la résistance catholique, on parlait du fait qu'en Allemagne, il y avait une forme de résistance individuelle, peu organisée par rapport aux protestants, par exemple. Est-ce que, du fait de l'importance du catholicisme en Autriche, on voit une organisation d'une résistance? Comment se traduit-elle ? Alors, il y a une résistance. D'abord, je n'ai pas eu le temps de le dire, il faut que je le dise quand même dans cette émission, parce qu'on n'a pas de l'Anschluss, on a parlé des Autrichiens qui ont acclamé Hitler, il faudrait parler des autres, parce que dans les semaines qui suivent l'Anschluss, il y a en Autriche à peu près 70 000 arrestations. Alors, c'est un chiffre d'abord qui n'est déjà pas petit en soi. C'est considérable. Mais qu'il faut surtout rapporter, si vous voulez, à la population, en pourcentage de la population. L'Autriche est un pays de 6,5 millions d'habitants. C'est comme si, j'ai fait le calcul, c'est comme si en France, à la même époque, et en pourcentage, on avait arrêté 700 000 personnes. C'est un chiffre tout à fait considérable. Donc il y a 70 000 Autrichiens qui sont arrêtés, mis en concentration ou en prison au moment de l'Anschluss. Donc c'est déjà... Et ça, c'est l'Autriche. Il y a une Autriche de gauche, socialiste, communiste, et puis une Autriche de droite, conservatrice, catholique, monarchiste, fidèle au Habsbourg, très important, qui fournit tout un noyau de résistance. Je dis ça pour répondre à votre question. Donc, il y a déjà ce noyau-là, donc qui est interdit, qui va être en prison à partir de 1938. Et puis, c'est dans ce milieu-là, dans ces cercles-là, à la fois à la gauche, à la fois, je dirais, les milieux conservateurs, que va naître une vraie résistance, des réseaux de résistance qui vont se manifester, qui vont se constituer à partir assez tôt, à partir de l'automne, automne 1938. Alors il y a quelque chose, pour répondre à votre question précise, surtout sur KTO, ça intéresse vos téléspectateurs, qui est la question de la fête du Rosaire à Vienne le 7 octobre 1938, qui est quand même l'histoire de la seule manifestation publique qui soit passée sur le territoire du
Troisième Reich pendant tout l'ensemble de l'existence de l'État national socialiste, puisque l'Autriche, malheureusement, il n'y a plus d'Autriche, je dis Autriche parce que c'est une commodité, mais à partir de l'Anschluss, l'Autriche n'est qu'une... Son nom change. Même le mot Österreich est interdit. C'est devenu une province du Reich. L'État autrichien a été dissous, l'armée autrichienne a été versée dans la Wehrmacht, il y a eu des milliers d'arrestations, etc. Voilà. Et donc, le 7 octobre 1938, le Kardinalzerr dont vous parlez se rattrape ce jour-là. Il y a le fête du Rosaire et dans l'église de Vienne, la cathédrale de Vienne, pardon, il fait un sermon, une homélie, un peu de feu, qui se termine avec ce thème Christus in unser Führer ist Christus. Nous avons un seul Führer, c'est le Christ. Voilà. Ce qui est vraiment une provocation terrible dans un État national-socialiste. Et il se trouve qu'il y avait 6 à 8 000 jeunes catholiques qui étaient dans la cathédrale, qui, emballés par cette homélie de feu, ensuite, à la sortie de la cérémonie, se reste au centre de la Vienne, sur la place centrale de Vienne, à côté du palais épiscopal, et reste là à scander « Unser Führer ist Christus, Christus und Führer ». Notre Führer, c'est le Christ. Voilà. Donc, ça va entraîner une réaction terrible. Évidemment, il va y avoir des arrestations immédiates des meneurs de cette histoire. Le palais archiépiscopal de Vienne va être le lendemain pris d'assaut par des sections de SA et de SS qui vont entièrement le piller. Il voulait lyncher le Kardinalzerr qui avait été mis à l'abri dans les combles du palais et qui n'a pas eu de mal. Il y a un prêtre qui malheureusement s'est fait défenestrer, qui a eu les jambes brisées. Donc à partir de là, donc, il y a un retournement, et les témoignages le montrent bien, et les sources le montrent bien, il y a un retournement, c'est-à-dire et d'autant que l'État national-socialiste a commencé une persécution contre l'Église, interdiction de l'enseignement confessionnel, l'enseignement religieux, ce qui en Autriche est une sorte de coup de tonnerre. Enfin, je veux dire, c'était dans l'école publique, il y avait l'enseignement religieux intégré, dont interdiction, fermeture de milliers d'écoles catholiques, fermeture d'abbayes, interdiction de tous les mouvements catholiques, fermeture de journaux catholiques, etc. Donc il y a une véritable répression contre l'Église, et à ce moment-là, les catholiques, en effet, l'Église, qui est comme une force au sein de la société autrichienne, est un pôle de résistance. Je donne un chiffre qui est quand même très important, puisque un prêtre sur 5, c'est quand même beaucoup, aura eu affaire à la Gestapo de 1938 à 1945. Un prêtre autrichien sur 5 de 1900. Je me tourne vers vous, Gilbert Nicolas. Vous montrez bien dans votre livre, donc on passe encore une fois de la grande histoire à la micro-histoire. Peter Hensen, vous montrez, à cause de ces persécutions, il entre dans une forme d'exil intérieur. Ah oui, alors c'est pas l'exil intérieur, c'est vraiment un concept allemand. C'est-à-dire c'est Frank Tiss, qui est un écrivain, à qui on avait reproché, en particulier Thomas Mann avait reproché à cet écrivain d'être resté en Allemagne à l'époque hitlérienne. Et il a expliqué qu'on pouvait très bien être contre le nazisme et agir dans l'Allemagne, même avec beaucoup de difficultés, mais en restant sur le territoire de la patrie. Et Peter Hensen, c'est ça qu'il fait. Alors là aussi, les Allemands sont plus précis que nous. Les Allemands, ils ont 2 termes pour définir la résistance ou l'opposition au nazisme. Ils ont le terme Widerstand, qui est la résistance au risque de sa vie. Et ensuite, il y a un autre mot, die Resistenz, ça ce sont les Allemands qui ont inventé ces concepts, qui est une autre notion moins forte qui consiste par exemple à ne pas aller aux manifestations nazies, à ne pas lever le bras dans toutes les occasions, à garder ses conceptions intérieures anti-nazies, antifascistes. À ne pas envoyer ses enfants aux jeunesses hitlériennes. Par exemple, comme c'est son cas à lui. Et donc ça, alors, le problème de Peter Hensen, il a publié des brochures anti-nazis. Il a publié beaucoup de brochures pour défendre l'Église catholique. Donc on peut dire que jusqu'en 1941, date à laquelle il s'en va, il quitte la région du Rhin pour aller à 500 km à Berlin. On peut dire que jusqu'en 1941, il est, pour moi, il est quelqu'un qui appartient à la résistance. À partir de 1941, il change de métier, il veut sauver sa famille, son Familienkreis, comme il dit, son cercle familial. Il veut trouver quelque chose à manger, il a les besoins de revenus, donc il s'installe dans une entreprise de location de linge. Il achète d'ailleurs, il paye avec, il a vendu sa maison, il a vendu son entreprise pour pouvoir s'installer à Berlin.
et il participe et co-gère une entreprise de location de linge et de blanchisserie jusqu'en 1945. Et donc, il est, si vous voulez, c'est une même personne peut avoir eu une attitude différente dans le courant de sa vie. Elle peut avoir été très engagée à un moment, c'est son cas jusqu'en 1941, et après, c'est un engagement moins fort, en espérant qu'on va arriver à une nouvelle Allemagne après la guerre. Il nous reste 7 minutes, donc je reste avec vous et je poserai une dernière question à Jean Sévillat. Mais peut-être un mot sur ces enfants, parce que vous montrez cette souffrance de l'âme et du corps. Vous faites de Peter Hansen certes une victime parmi d'autres, mais aussi un passeur de la foi. Vous décrivez les blessures intérieures véritablement de ces enfants, chose qu'on a peut-être tendance aussi à oublier. Oui, alors ça touche surtout les 2 derniers, parce que les aînés ont réussi. Il a 5 enfants. Les aînés ont réussi à trouver une voie professionnelle. Alors l'aînée, elle a réussi. Bien qu'on ait nationalisé, parce que j'ai oublié d'en parler, mais les établissements catholiques ont été nationalisés ou laïcisés, je ne sais pas comment on peut appeler ça, par les nazis. Ça veut dire qu'un établissement comme le Grand Collège de Jésuites, l'Aloysius College de Godesberg, eh bien, il devient un lycée municipal en 1939. Et Rudolf, le deuxième enfant de la famille, eh ben, il se retrouve, il passe l'abitur, c'est-à-dire l'équivalent du bac allemand, dans ce lycée municipal de Godesberg. Donc, les enfants, ils ont été les premiers, disons les 3 premiers, ont pu s'en sortir. Bon, même avec des difficultés. Par exemple, la deuxième fille, elle est dans un établissement pour devenir professeure d'enseignement agricole et d'art ménager, mais elle est dans un établissement catholique. Et donc, cet établissement, il est aussi laïcisé à la manière nazie, c'est-à-dire qu'on laisse les classes pratiques, tout l'enseignement théorique est supprimé. C'est-à-dire qu'elle sera obligée de refaire des études après 1945 pour avoir la voie qu'elle s'était fixée. Pour le garçon, c'est pareil, il passe l'abitur et il fait comme tout le monde dans sa classe en 1940, et ben il s'engage dans la Wehrmacht, étant donné qu'on l'aurait de toute façon empêché de faire la carrière d'ingénieur qu'il voulait faire, ingénieur militaire. Comme son père était dans l'opposition, pas question. Donc il s'est engagé comme simple soldat. Il a été en formation, puis sur le front russe, d'abord vers Leningrad et ensuite en Ukraine. Et il a fait sa carrière militaire. Dans sa classe, il n'y a eu que 3 élèves qui sont revenus vivants de la guerre. Je me tourne vers vous, Jean Sévillat, avec cette dernière question. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que le premier résistant catholique, au fond, de l'Autriche n'est pas Otto de Habsbourg, le fils aîné de Charles et Zita ? En tout cas, il a mené un combat admirable. Hein, je veux dire, donc ce tout jeune homme, hein, il devient majeur en 1930 sur le plan dynastique et en quelque sorte, devient le chef de maison. Alors, les Habsbourg sont interdits du territoire autrichien, le territoire leur est interdit, mais alors qu'il termine ses études, Otto, il est à Berlin et au moment où, pour la fin de ses études, pour un doctorat, et il a l'occasion de voir Hitler à un meeting. Il est allé voir, il est fasciné et effrayé parce qu'il est au milieu de la foule, comme ça, anonyme, et il a vu tout un groupe de communistes qui étaient venus pour chahuter le meeting, et en fait, ils ont été en quelque sorte subjugués par le talent de l'orateur, et il a vu le retournement de ces hommes. Et ça l'a frappé, il a vu que le peuple allemand était emporté dans cette logique-là. Et donc lui se dresse contre cela, et donc il va mener un combat contre le nazisme, un combat tout à fait héroïque, et avec beaucoup d'intelligence politique. Il va mener un combat au nom de la monarchie. Si on lui avait proposé de redevenir gay, il l'aurait accepté. Mais il mène un combat pour l'indépendance de l'Autriche, pour l'indépendance de son pays. Pays dont il était exilé pourtant. Donc il y a beaucoup de désintéressement. Et donc, comme c'est un homme jeune, intelligent, il va mener ce combat-là. Il s'installe en France en 1938, au moment de l'Anschluss. Il vit à Paris. Et il y a tout un petit réseau d'exilés autrichiens qui tournent autour de lui. Malheureusement, l'émigration autrichienne est divisée. Les socialistes, la gauche est très anti-Habsbourg. Donc, Otto voudrait unifier les formes de résistance. Il se heurte à l'opposition de la gauche parce qu'il est héritier de la monarchie.
Voilà. Et ensuite, pendant la guerre, il va vivre aux États-Unis. Sa mère, l'impératrice Zita, s'est fixée à Québec. Et lui, il vit aux États-Unis. Il a très nombreuses relations dans le monde politique américain. Et son but, il rencontre très souvent Roosevelt, c'est de faire obtenir que les Alliés inscrivent dans leur but de guerre le rétablissement d'une Autriche souveraine, ce qui sera obtenu en 1943 par la déclaration de Moscou. Et en 1945, l'Autriche, la Seconde République est refondée en 1945, mais les lois d'exil frappant les Habsbourg sont reconduites, ce qui est, je pense, particulièrement cruel, parce que Otto et ses frères, certains s'étaient engagés dans l'armée américaine, etc. Enfin, ce sont des jeunes hommes qui se sont tous engagés avec foi et talent et courage pour la liberté de leur pays, indépendamment de leurs conditions d'héritier de la famille de Habsbourg. Et la République d'Autriche a été bien ingrate avec eux. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus évoquer cette résistance à la fois autrichienne et allemande. Jean Sevilla, cette Autriche qui a dit non à Hitler 1930-1945, un livre paru chez votre éditeur Perrin. Et j'évoque aussi la réédition de Charles et Zita de Habsbourg, vos deux biographies qui viennent d'être rééditées dans une belle collection de luxe des éditions de Poche Tempus de Perrin. Gilbert Nicolas, Peter Hansen, un catholique allemand contre Hitler, un livre paru aux presses universitaires de Rennes, un livre richement illustré, c'est certes publié par un éditeur universitaire, mais c'est un livre très accessible, avec une plume très alerte, et nous vous en remercions. Donc n'hésitez pas à acheter ces deux ouvrages. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur KTO TV, il y a beaucoup d'émissions sur le sujet que nous avons traité. Nous ne pouvons pas embrasser tous les sujets, mais nous avons parlé de Pidouce, nous avons parlé en introduction de Vichy. Tout cela, ce sont des émissions que vous retrouvez sur ktotv.com dans nos archives. Et si vous voulez aller aussi plus loin, si vous êtes amoureux de l'histoire, rendez-vous chez notre partenaire storiavoce.com où plus de 600 émissions d'histoire vous y attendent. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.